toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, une vidéo un peu plus courte que d'habitude, j'espère que ce format vous a plu. On répondra à la question aujourd'hui, pourquoi nous n'irons pas plus bas, notamment sur Bitcoin. On parlera donc Bitcoin aujourd'hui, on parlera des options, on parlera de ce petit gap CME qui a été comblé hier, ou en tout cas dans la nuit, donc c'est une très bonne nouvelle. On parlera du S&P 500, potentiellement hors inflation. Et j'ai un scoop pour vous qui n'est toujours pas passé sur l'intégralité des médias mainstream et spécialisés. Warren Buffett investit dans Bitcoin et je vous répondrai pourquoi je vous dis cette affirmation, en tout cas ce scoop. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du Bitcoin. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sur la description. Nous sommes plus de 9500 sur ce Discord à partager nos graphiques, nos charts, nos fractales, potentiellement discuter sur les fondamentaux de certaines crypto-actifs et pourquoi pas des marchés plus traditionnels. Il y a des salons pour ça. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à vous en inspirer, vous en imprégner. C'est une dizaine de pages d'une stratégie que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années qui m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le moyen, long terme, voire très long terme. Chez les rois, on est plutôt moyen long terme, on est moins trading, même si j'avais posté hier matin une petite fractale sur un raising wedge qui s'est parfaitement bien réalisé. Je vous l'avais posté hier, donc c'est ici au niveau des petites photos de capture d'écran. En somme, j'étais en horaire ici, j'aimais bien les jouer quand j'étais trader. Derrière, si on venait en fait sur cette ligne de tendance haussière, clôturer une bougie en horaire m'aurait complètement suffi pour éventuellement encadrer un trade et placer mon stop loss de vente à découvert au-dessus de la précédente structure, sauf si vous êtes un tout petit peu plus gourmand aux alentours des 30 800$, prix rond, prix psychologique. C'est exactement ce qui s'est passé. Derrière, on a fait le breakout, on rebondit sur la ligne de tendance qui devient donc maintenant résistance et non plus support. D'ailleurs, on va chercher l'objectif de ce raising wedge à 29 550$ et bien plus encore. J'avais complété cette fractale ou cette petite pattern avec un cluster de liquidation qui est aux alentours des 29 400$, 29 000$, on est parti parfaitement venir les chercher. Bravo pour tous ceux qui l'ont joué. Si vous êtes plutôt trader, je pense que vous avez tout vu de ce côté-là. Bon, je reste tout de même haussier, je pense qu'on ira très probablement pas plus bas. Beaucoup d'informations en tout cas me tendent de penser ce type de choses sur du court terme. Sur du long terme, malheureusement, personne n'a de boule de cristal, vous le savez bien. Donc on va plutôt rester sur un rebond technique et je ferai quelques allers-retours, notamment avec le S&P 500, l'augmentation de l'inflation. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du gourmand américain? Je trouvais ça très intéressant. Je pense que ces vidéos sont extrêmement intéressantes pour pouvoir potentiellement prendre du recul. On est toujours dans un range actuellement. Donc on vend les hauts de range, on achète le haut de range. On est en train de faire ce qu'on appelle un triangle de compression. Nous n'avons toujours pas la résolution de ce triangle de compression. Et d'ailleurs, on ne vient jamais chercher les précédents plus bas et on ne vient jamais chercher les précédents plus hauts. Ça comprime. La résolution sera potentiellement violente. Néanmoins, toujours dans des objectifs de prix, toujours en horaire, en 4 heures, en daily. On ne fera pas du plus 300%, bien évidemment, sur ce type de triangle de compression. Vous l'imaginez bien. Voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est aussi ce type de choses qu'on tend à partager sur le Discord des 2 rois du marché, tout simplement. On continue avec des choses un peu plus intéressantes, toujours côté Bitcoin. J'aimerais vous retourner un petit peu sur Ichimoku Kinkoyo, parce que je trouvais ça intéressant par rapport à des clusters d'utilisation. On a bien vidé le train, vous le voyez juste hier. C'était juste ici, vous aviez des gros clusters, voilà, 30 000$ jusqu'à quasiment les 29 000$. On est bien venu les sortir, ces petits longs ad un petit peu trop agressifs sur ce haut de range. Donc faites attention, bien évidemment, vous attendiez toujours les breakouts. On va le répéter régulièrement, mais en réalité, on ne peut pas agir dans ce range, sauf si vous êtes range trader pour le coup. Je vais enlever juste ça, et après je reprendrai par rapport à mes idéaux. Si vous voulez prendre la force en contre-tendance, malheureusement le plus probable, qu'est-ce que c'est, tant qu'on ne vient pas à clôturer, voire transpercer de façon violente les 31 500$ prix psychologique, c'est exactement ce qu'on s'est dit hier. Honnêtement, ça sert à rien d'acheter ce marché, puisque c'est de la machine à laver, ni plus ni moins. C'est la machine à laver des marchés financiers, ce sont des ranges. Toujours, d'un range sort une tendance. Breakout, soit haussier, retour de la dynamique haussière. Daily, court terme, on est bien d'accord. Si on break au sud, à ce moment-là, continuation de tendance baissière, ce qui est toujours le plus probable. Pourquoi? Parce que la tendance est notre ami, la time frame supérieure, que ce soit en horaire, 4 heures, daily, weekly, les time frames supérieurs sont potentiellement baissières. Donc on jouera tout simplement la tendance. Donc on attendra potentiellement ce break pour une poursuite de capitulation, point d'interrogation, ou si on vient à travailler et cassé avec force et violence sur une ouverture des marchés à Wall Street aux alentours de la pré-ouverture à 14h30 notamment, est-ce qu'on pourrait potentiellement initier un short squeeze? C'est ce que je pense personnellement. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher ce petit gap CME, ça c'était une très bonne chose, donc on est très content. Oh, c'est pas ce que je voulais faire, je vais repasser en 4 ans, on le verra très très bien. Voilà, vous aviez le petit gap CME, bah il a été comblé.
formidable. Il était juste ici, vous le voyez très bien, il a complètement été comblé. Nickel, propre, super. Il en manque un maintenant à aller chercher, c'est celui qui est au-dessus, entre les 34 700$ et les 36 000$. Et je pense qu'on va venir les combler. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette fractale et cette... vous savez, j'aime beaucoup, moi, regarder et observer les confluences. Je jouais très régulièrement les confluences. C'était plutôt profitable sur le long terme, malgré que ce soit beaucoup moins profitable en termes de rendement par rapport à de l'investissement moyen-long terme, et le temps passé derrière les écrans, même sur des positions plutôt élevées, entre 10 000 et 50 000€, pour le coup, c'est potentiellement, et notamment sur les cryptoactifs qui sont un marché extrêmement volatile, à la fois sur le court, mais également par rapport à nos sentiments et nos émotions. Donc faites très attention, bien évidemment, à ça. Je vais bien les jouer, ça fonctionnait plutôt pas mal. On a toujours ce max price aux alentours des 34 000$. Ça n'a pas bougé pour le 27, vendredi. Ok ? Donc ça, c'était super important. On a parlé de ça, c'est parfait. On fait juste un tout petit peu d'order flow et après on fait une petite mécanique psychologique et on répond à la question pourquoi Warren Buffett investit dans le Bitcoin mais personne n'en parle. Je vais vous en parler bien évidemment, ça ce sont des choses que j'aime beaucoup faire également et notamment vous partager, ce sont des travaux que je fais personnellement et je pense que c'est très intéressant de pouvoir vous le communiquer. Bon, on continue avec l'order flow, je trouvais ça très intéressant. J'aimerais qu'on vienne sur OKEx. OKEx, on a vu quelque chose de plutôt pertinent. Donc OKEx, ce sont plutôt les marchés asiatiques, ce sont des whales asiatiques. Il y avait très longtemps, en fait, des énormes clusters aux alentours des 30 000$. Et je vous avais dit les probables, maintenant qu'on a fait les W Weekly, etc. Vous vous rappelez, on était vers les 48 $, qu'on vient de les chercher. Il y a toujours le doute, bien évidemment, on ne connaît pas l'avenir. Et ils étaient restés. Pour le coup, j'aurais préféré qu'ils s'enlèvent. Mais ils sont restés. Et bizarrement, où est-ce qu'on vient actuellement travailler alors qu'ils y étaient depuis juillet 2021, donc pour le coup ça faisait un petit paquet de temps que c'était encore positionné, on est pile venu les fils et derrière ça range. Waouh, intéressant. Poche de liquidité, exactement sur des anciens bottoms de marché, formidable. Et derrière il y a des nouveaux clusters qui se sont positionnés, notamment sur EKEX. On peut faire éventuellement la même chose. On irait potentiellement les fils pour structurer un range. Prix psychologique 40 000$. Voilà, très intéressant. Hein, si ceux-là ont été pris, ceux-là tôt ou tard seront potentiellement pris. Potentiellement une redécouverte de prix au niveau de la hausse, pourquoi pas aller casser ce range vers le haut dans les prochaines heures ou prochains jours. Ça, c'était super important. Également, côté Glassnode, on voit quelque chose, et c'est une petite fractale que, vous savez, j'aime bien vous faire quelques fractales. Hier, on a parlé du RSI en 21 période notamment. Là, on va parler en fait du Not Unrealized Profit and Loss, donc les profits non réalisés, ou les pertes non réalisées. Donc on est plutôt dans la capitulation, dans l'espoir, dans l'optimisme, l'anxiété, dans le belief, donc ça veut dire pas l'euphorie, mais c'est comment ça s'appelle ? Le mot exact, c'est l'enthousiasme. Voilà, c'est plutôt ça, l'enthousiasme, et après l'euphorie. Bon, à chaque fois qu'on était revenu dans le vert, dans le orange, alors qu'on sortait du vert, entre guillemets, dans une tendance baissière, on avait fait le rebond. On le reprend très, très régulièrement. Ici, on était venu ici dans le orange. Derrière, on fait le rebond au niveau du cours. Pounk, on ne vient pas casser le premier arrêt, continuation baissière. Ici, on sort du bleu, du vert. On va chercher du orange. On est juste là. Derrière, hop, on va casser les précédents lots. On fait le rebond, premier arrêt, formidable. On revient même dans le vert. Derrière, continuation baissière, crack, etc., capitulation. Ici, c'est exactement la même chose. On revient en fait du bleu, vert, on repart en tête dans le orange. Derrière, on fait le rebond. Alors, jaune, rebond, orange. Derrière, rebond. On ne vient pas casser le premier arrêt. Derrière, continuation baissière, crack. Derrière, on fait exactement la même chose. Ici, on revient dans l'orange. On fait de la chasse à liquidité. On rebondit. On ne vient pas casser le premier arrêt. Derrière, on repart dans l'orange. On structure des W Weekly. On rebondit, crack Covid. Rouge. Et ici, c'est exactement la même chose. On revient et potentiellement dans le orange. Derrière, on fait le rebond. On ne vient pas casser le premier arrêt. Actuellement, 37 000$, 40 000$ à peu près. Et on fait un nouveau playback capitulation. Donc, ça peut être une mécanique psychologique, peut-être un petit peu tirée par les cheveux, mais qui tend à se reproduire. Et vous savez, dans le trading et dans l'investissement, on ne cherche qu'une seule chose. Des choses qui tendent à se reproduire continuellement. Et les plus, entre guillemets, guerriers, potentiellement, le jouerai. En tout cas, moi, c'est quelque chose que potentiellement je jouerai, mais j'attendrai bien évidemment des structures. Ça, c'était super important côté Glassnode. J'aimerais juste qu'on revienne sur un truc super important. On est en train de parler actuellement de l'inflation, de l'hyperinflation. Si jamais on continue en fait à avoir une poursuite de l'inflation, et à ce moment-là, ça va être le branle-bas combat. On va voir les marchés complètement saigner. Le Bitcoin passera sous les 20 000$, comme certains influenceurs ont pu nous le dire et nous le répéter. Effectivement, et après, on repassera juste sur Ishimoku Kigo, parce que je trouvais ça très intéressant potentiellement de vous en parler. On revient par rapport au tweet de Dan. Ici, il y a un CPI, donc c'est en fait l'actualisation des taux de l'inflation par rapport à un M, donc le mois précédent. Donc tous les mois, il y en a un. Il y a un FOMC tous les mois, relativement chargé jusqu'à la fin de l'année. Mais donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau des CPI précédemment.
Mais ce qui est plus intéressant, c'est pas forcément de le constater en réalité. C'est de voir qu'est-ce qui s'était passé avant lorsqu'on avait fait une augmentation comme ça au niveau, des taux d'inflation. Bon, actuellement, on est à peu près à 6,20 au niveau du SCIR, pardon. On va revenir un petit peu en arrière, on va regarder la dernière fois qu'on a fait une poussée du désert. En somme, on était en train de ranger, parce que ça c'est super intéressant en réalité, regardez. Vous êtes en train de ranger d'un range sur une tendance. Ok, bon c'était difficile de partir dans la déflation. Potentiellement l'inflation, comme beaucoup de politiques nous disent, l'inflation c'est bon, l'hyperinflation c'est mal. Le pire de l'inflation c'est la déflation. Et oui, effectivement, et la dépression, évidemment. Bon, donc on pourrait potentiellement être content d'avoir une forte inflation, mais de court terme. Hein, tout simplement. on peut éventuellement partir de ce principe-là. Mais qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'on avait fait en fait cette accélération haussière? C'était juste ici. Vous voyez ici, on avait fait une espèce d'accélération haussière. C'était dans les années 70. Ok. On va se mettre exactement sur une fractale que lorsqu'on a en fait cassé, ou on a fait ce petit rebond ici, tac, tac, et potentiellement qu'on peut repartir un petit peu en l'air, ou éventuellement on peut repartir un petit peu en bas. Donc en somme, on est sur des niveaux qui sont relativement clés. On le voit très bien ici, hein. C'est une jolie fractale en réalité, puisqu'on est pile, mais à quelques centimètres près, venu exactement taper ce point-là. Bon, psychologique ou pas psychologique, peu importe, en tout cas, on y est, donc on le constate. On revient exactement en mai 1970, mais qu'est-ce qui s'était passé sur les marchés financiers en mai 1970 ? Intéressant. On va regarder ça. Parce que ça, je trouve ça super intéressant et super pertinent. On passe en weekly et on va regarder ce qui s'était passé en mai de l'année 1970. On y va ensemble. Ok. On y va, 94, 76, etc. Waouh, ça c'est intéressant. Bon. On se met exactement en mai 1970 et on va essayer de retrouver une forme de fractale. Voilà. Avril, mai. Hop. Ok. Bon. Est-ce que ça ressemblerait pas potentiellement à un bottom de marché ? Parce que moi, ici, je vois un bottom de marché et une nouvelle découverte de prix derrière. Ce qu'on appelle potentiellement un excès final avant de cracher. Ok, ça prend des années de faire ça. Mais en tout cas, lorsque le taux d'inflation en 1970, qu'on parle de stagflation, etc., que c'était difficile pour les marchés, ouais, mais apparemment pas pour tous les marchés, puisqu'en fait, beaucoup oublient de dire qu'entre 70 et 74, on a fait un nouvel ATH. Entre 70 et 72, pardon, on a fait un nouvel ATH. Potentiellement sorti d'un range, bottom de marché, les V-bottoms sont menés à être retestés. D'ailleurs, on fait le pullback, on fait un excès final, on ne va pas chercher une bulle stratosphérique, on crache derrière et on range. Stagflation, ok. Mais ici, beaucoup en ont profité. Alors que je pense que à ce moment-là précis, c'est exactement la même situation 50 ans plus tard. On est exactement le même point d'inflation. On est exactement sur des supports de marché qu'on a cassés, notamment sur les S&P 500, et notamment sur un premier arrêt. Par rapport à une précédente structure, on se le fait. J'ai pas envie de tout effacer, pardon. Parce que j'ai envie de garder cette charge, j'aurais pu l'enlever, pardon, mais on va la garder comme ça. On va chercher les bottoms de marché. On va chercher potentiellement juste ici, et on vient chercher, on a transpercé un premier arrêt, mais techniquement, on est bien venu chercher un premier arrêt, un peu plus profond. Non, pardon, c'était ici. On vient exactement par... je suis désolé. Non, soyons précis parce que c'est chirurgical. Je me suis dit, je viens de m'étonner moi-même. Honnêtement, je suis très étonné de regarder ça. Hein. Je vous le partage, je ne l'avais pas vu, en fait, je l'ai regardé juste ce matin, je me suis dit, il y a quand même un truc qui est en train de se passer dans l'histoire, mais on ne peut pas faire mieux, en fait. Pile le premier arrêt, découverte de prix. J'ai envie presque de faire une minute de silence. Pourquoi j'ai envie de faire une minute de silence ? Parce que si on vient par rapport à la précédente structure, donc on pourrait potentiellement la prendre ici, hein, la précédente structure au niveau du S&P 500, pardon, on vient, mais c'est incroyable à quel point on vient sur le 382, derrière on fait un nouveau sommet. On revient à ce qui se passe actuellement. Par rapport à la précédente structure, potentiellement, éventuellement, le crack Covid, on aurait pu le prendre ici. On est exactement venu sur le premier arrêt au niveau du S&P 500 à l'heure où je vous parle et on est en train de rebondir. Est-ce qu'on n'a pas encore fait, potentiellement, un bottom de marché, découverte de prix, crash derrière ? Fameuse récession, dépression, etc. Pourquoi je dis ça ? Il y a plusieurs informations qui sont très intéressantes. La première information, c'est États-Unis, Joe Biden érige la lutte contre l'inflation au rang de grande priorité nationale. Bon, j'imagine que dans les années 70, potentiellement on reprendra éventuellement ces informations, mais je pense que ici, le gouvernement a décidé de mettre au rang de risque national ou tout ce que vous voulez, le risque d'inflation. On venait de prendre une sacrée poussée quand même, mais on prend exactement la même poussée hein, pour le coup. Donc derrière, on prend en fait des mesures collectives drastiques urgentes, on prend des mesures correctives drastiques urgentes, mais on se fait dépasser. Ok ? Très importante. Cette information, pour moi, est très importante. Potentiellement une fractale qui pourrait se reproduire ni plus ni moins. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
on a toujours en fait au niveau du WTI une forme de range. C'est important d'avoir ces ranges parce que tant qu'en fait on est sur un pétrole haut, ça veut dire que grosso modo, il y aura toujours une demande constante au niveau des énergies, etc. Au moment où ça commence à baisser, que le coût des matières premières commence à cracher. On avait fait cette vidéo-là la semaine dernière, rappelez-vous, c'était lundi ou mardi de la semaine dernière, qu'en fait à chaque récession, on anticipait les récessions, qui a été avouée et validée, et notamment en 2001 par rapport aux États-Unis et un an avant par rapport au Japon, qu'il y avait une chute drastique au niveau des matières premières. 2014, c'était exactement la même chose. Goldman Sachs avait pricé une récession 2015, 2016, 2017, donc dans les 2 ans à suivre. Derrière, elle ne s'est pas produite, mais on est passé à un cheveu. Derrière, il y avait un effondrement des matières premières. Rappelez-vous que le pétrole était passé de $120 le baril. Ici, bon, on est juste devant, pardon. On était passé de $120 le baril, ou $110 le baril, à près de $40 ou $30 ou $35 le baril, rappelez-vous. Ok, très intéressant. Ok, donc pour l'instant, pour moi, on n'est tout simplement pas en train d'envisager une forme de récession, et on pourrait potentiellement avoir ce fameux rebond. Je reviens juste, comme ça, pour avoir des objectifs un petit peu psychologiques par rapport à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. On a quand même sur Ichimoku Kinko des choses qui sont extrêmement intéressantes. Ici, par rapport à une Kijun. Donc la Kijun, vous savez, c'est les 26 dernières périodes. Je vous le remets juste ici, pardon. Hop. Kijun ici, en daily. Si on le prend en daily, vous venez exactement chercher la Kijun. Si on vient clôturer au-dessus des 33 550 $, en fait, vous avez un premier signal haussier par rapport aux personnes qui utilisent Ichimoku Kinkoyo. Ça, c'est la première chose. Vous avez un autre signal, c'est cette fameuse bougie de ravalement en mensuel. C'est-à-dire que la Kijun en mensuel, elle se trouve exactement aux 37 660 $. C'est intéressant parce qu'on viendrait complètement ravaler en mensuel l'intégralité de la baisse. Ce serait vraiment potentiellement très joli de voir en fait une clôture ici en mensuel qui viendrait complètement ravaler. Pardon, il faut que je me remette en mensuel, j'étais en weekly. Voilà, juste ici, ce serait vraiment extraordinaire d'avoir une mèche de ravalement d'ici la fin du mois. Bon, il faudrait avoir un short squeeze assez important pour le coup. Hein. Ok, donc je doute pour le coup qu'on ait en fait une remontée jusqu'à 37 000 et qu'on clôture le mois, donc le 31 mai à 37 760, mais sait-on jamais pour le coup. Et vous avez une dernière confirmation sur une Kijun en weekly aux 43 500 $. Rappelez que tous les ilotistes sont invalidés aux alentours des 40 000 $, me semble-t-il, et Ichimoku Kinkoyo redevient complètement haussier si on vient à clôturer une bougie en mensuel au-dessus des 48 500 $. Voilà. Mais ça fait une sacrée montée, hein, quand même, ça fait une sacrée hausse. Je ne dis pas complètement le contraire. Derrière, est-ce qu'on le joue, est-ce qu'on ne le joue pas? Bonne question, mais en tout cas, vous avez des signaux qui sont très très forts. Moi, j'utilisais plutôt Ichimoku Kinkoyo comme billet de confirmation pour savoir si on était plutôt dans une tendance haussière ou baissière, si le cours était au-dessus de notre Kijun. Ni plus, ni moins. Sachant que nous avons notre Shikun Space, me semble-t-il, voilà, ici en weekly, qu'on devrait en fait par rapport à voilà, Shikun Span, ici dans mensuel, derrière en fait vous aurez potentiellement une remontée du ZER, ça viendrait bloquer au niveau du nuage de notre SSB, au niveau de notre Shikun Span juste ici. Donc potentiellement, on pourrait revenir sur les 37 600 $, mais sans pour autant en fait entre guillemets clôturer. Ok ? Mais ce serait des très jolis signaux haussiers pour le coup. Voilà. Ce que j'aimais bien aussi au niveau de notre Kijun en daily, c'est si on venait clôturer en réalité en daily au-dessus des 33 550 $, vous avez aussi un signal weekly haussier d'avalement haussier par rapport à une clôture en weekly qui serait au-dessus de cette bougie de tout ce précédent mouvement. Ce sont des signaux extrêmement haussiers, donc vous aurez en réalité un double signal. À la fois en daily, vous serez en train de clôturer au-dessus de la Kijun en daily, et derrière, vous aurez en fait potentiellement en weekly une bougie de ravalement. Ce qui peut être très intéressant, qui permet en fait d'avoir un agglomérat d'indicateurs techniques qui nous dit « Ok, c'est plus safe, on peut continuer cette hausse, on peut partir sur un V-bottom sans pour autant aller chercher les plus bas. » On attendra bien évidemment, sur tous les indicateurs techniques que nous avons, Ichimoku Kinkoyo et bien d'autres, bien évidemment les clôtures de bougies, que ce soit en weekly, on s'en fiche de ce qui se passe en weekly pendant la semaine. Ce qu'on veut, c'est les clôtures. Ça, c'est super important, ce que je vous dis. Voilà. On a à peu près parlé de tout ce qu'on voulait, et à la fin, je prendrai le temps de vous partager quelque chose de très important. On a parlé de tout ça, j'aimerais qu'on parle maintenant de Warren Buffett. En somme, il est potentiellement intéressant de dire que Warren Buffett est en train indirectement d'investir dans le Bitcoin, et je vous montre pourquoi. On commence tout de suite.
je prends une petite news, Buffett n'avait plus autant acheté en bourse depuis 2008. Ça, c'est super intéressant. En somme, le bonhomme, il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé par rapport au crack Covid et que si jamais, en fait, ça sentait le roussi au niveau des marchés financiers, l'État ferait toujours la même chose, et notamment aux États-Unis, il soutiendrait les marchés financiers. Ça le fait depuis 2008, je vois pas pourquoi ça le ferait pas maintenant. En tout cas, lui le pense. Dès lors, il est en train de réinvestir de façon massive, à la fois dans Apple, à la fois dans des valeurs technologiques, à la fois dans des bancaires, à la fois dans à peu près partout, beaucoup aussi dans des pétrolières, notamment en Arabie Saoudite. Bref, Warren Buffett n'avait pas autant acheté depuis 2008. Ça, c'est une première chose. Alors, beaucoup vous diront, et beaucoup d'économistes vous diront, que Warren Buffett, quand il investit, il peut perdre de l'argent pendant 10 ans. Oui, mais en même temps, Warren Buffett, ni moi, ni lui, ne connaissons l'avenir et ni personne. Ça, c'est la réalité. Par contre, on peut potentiellement se dire que beaucoup de personnes sur la planète suivent en réalité ces investissements, mais en copier-coller. Et c'est des centaines de milliers de personnes qui font ça. Donc, potentiellement, ça pourrait faire ce qu'on appelle des providences autorisatrices, parce que comme il investit dans ce truc-là, automatiquement ça monte, parce que tout le monde dit « Oh, si Warren Buffett investit là-dedans, c'est que c'est bon, il faut y aller ». Ok, intéressant. Mais moi, j'ai pas envie de vous emmener sur ce terrain-là, j'ai envie de vous amener différemment sur un autre terrain pour en fait parler de ce qui nous intéresse, et notamment les crypto-monnaies, Bitcoin. Rappelez-vous Citigroup. Bon, ça prend 10%, etc. Citigroup dopé par Warren Buffett. En somme, il investit. C'est très important ce que je vais vous dire parce qu'il s'était désengagé en fait des bancaires, notamment de Goldman Sachs, notamment de JP Morgan, pendant le crack Covid. Rappelez-vous, reprenez un petit peu avant, et je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Il s'était désengagé de façon assez soutenue des valeurs bancaires. Il n'y croyait plus. Il investit 3 milliards de dollars dans Citigroup. C'est marqué juste ici, un nouveau pari à 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, Warren Buffett, son fonds, Berkshire Hathaway, c'est 300 milliards de dollars. En somme, il investit 1% de son portefeuille. Vous savez, c'est un petit peu un roi du Bitcoin, Warren Buffett. On ne met jamais plus de 1,5% de son portefeuille d'actifs dans une idée d'investissement. Bravo, 1%. Mais en fait, ce qu'on a du mal à comprendre et ce qu'on a du mal à croire, mais en fait, Citigroup, malgré que ce soit une banque systémique, une jolie banque, tout ce que vous voulez, plein de croissance, etc., ça dope, machin. En fait, Citigroup, c'est un maximaliste Bitcoin. Ils sont chauds patates sur le Bitcoin. Je vous le dis. De même, face à l'essor de la plateforme de trading crypto-monnaie, notamment du géant Goldman, Robinhood et encore Revolut, etc., depuis mars 2021, Goldman Sachs propose par exemple des contrats futurs dans le Bitcoin, machin, etc., qui permet aux clients de se prononcer sur le prix du Bitcoin, notamment sur les contrats futurs. 2 autres banques américaines sont bien parties pour aussi proposer ce type de service, Bank of America et Citigroup. Ok. En somme, Warren Buffett est en train de mettre 1% de son capital d'investissement, 3 milliards de dollars, dans une banque qui est un petit peu friendly crypto. Maximaliste crypto. Et chaud crypto d'ailleurs. Et je vais vous dire pourquoi. On l'avait déjà évoqué dans une précédente vidéo. Citigroup prévoit une expansion massive de la division crypto pour ses clients institutionnels avec 100 nouvelles embauches. C'était l'année dernière. Mais techniquement, il continue à grossir et c'est bien plus finalement. Donc, chaud Citigroup pour les crypto-monnaies. Et on revient par rapport à la petite touche qu'on avait fait ensemble. JP Morgan avait évolué à 148 000 $, mais l'a ramené à 38 000 $ dans le mois. Enfin, Citigroup prévoyait que le Bitcoin atteindrait 318 000 $ en décembre 2021. Ça n'a pas réussi, ok, mais il n'a jamais révisé cet objectif. En fait, Citigroup, c'est le guerrier des crypto-monnaies des banques américaines, en fait. Voilà. Donc, comment investir indirectement dans les crypto-monnaies ? En disant que la crypto-monnaie, c'est de la MERD. En investissant 1% de son capital d'investissement dans une banque qui va demain proposer de façon extrêmement soutenue des produits en crypto-monnaie. Tout simplement. En somme, c'est juste du bon sens. C'est pas tiré par les cheveux, c'est juste du bon sens. En somme, Warren Buffett investit indirectement 1% de son capital dans une valeur bancaire et potentiellement dans ce que pourrait être l'essor des crypto-monnaies. Évidemment, si Citigroup est exposé aux crypto-monnaies, si Citigroup est exposé au Bitcoin, si Citigroup propose des produits, notamment à leurs clients, sur des crypto-actifs et sur des valeurs de crypto-actifs extrêmement spéculatifs, si ça fonctionne, évidemment qu'il y aura des investisseurs qui vont potentiellement investir dans Citigroup parce que les résultats vont être florissants. Vous pouvez d'ores et déjà imaginer le montant des frais qui vont être appliqués à leurs clients qui voudront potentiellement s'exposer aux crypto-monnaies. Le risque est tellement grand, la spéculation est tellement grande que les frais chez les bancaires seront tout aussi grands.
Je vous prends un exemple très simple. Si demain, vous avez BNP Paribas ou je ne sais plus qui c'est qui est un peu sympa au niveau des bancaires, qui est un peu, je ne sais plus si c'est Crédit Agricole ou je crois que c'est BNP Paribas, je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise, renseignez-vous, qui potentiellement voudraient proposer, même si elles sont frileuses, nos banques françaises et nos banques européennes, proposer potentiellement des produits en crypto-monnaie pour leurs clients. Je vous fais un pari. Pour le coup, je mets un billet. Je pense que aujourd'hui, quand vous voulez appeler votre banque, vous avez en fait des taux d'ordre qui sont de l'ordre de 5-10 euros à peu près pour les plus chers. Saxo Bank, c'est un peu moins, mais si vous passez par vos banques entre guillemets de famille, Société Générale, Crédit Agricole, etc., pour passer un ordre, ça vous coûte 10 balles. Je pense que pour passer un ordre en crypto-monnaie, ce sera plus près des 15, 20, voire 25 euros. Je pense que si demain vous appelez votre banquier dans une banque française, bombère de famille, là où vous avez votre crédit immobilier, etc., si vous voulez dire à votre banquier, parce que je vais dire une bêtise, vous allez voir une pub à la Société Générale, au BNP Paribas, au Crédit Agricole pour dire vous pouvez potentiellement spéculer sur les bitcoins, quand vous allez appeler votre banquier, vous ferez le test. Je ferai le test personnellement et on se rappellera potentiellement de cette vidéo. On appelle, on prend le téléphone et on se dit ok, j'aimerais investir en bitcoin, combien ça me coûte au niveau de l'ordre, si vous vous occupez de mon portefeuille, entre guillemets. Okay, je pense que ce ne sera pas les mêmes prix qu'une valeur type Apple ou type Total ou type Orange. Je pense que ce sera plus au niveau des frais parce qu'ils vont se gaver. Et c'est là, en fait, où les résultats de la banque augmentent. C'est en nous prenant de la thune, ni plus ni moins. Donc, il faudrait être très vigilant à ça. C'est pas parce qu'ils vendent de la crypto-monnaie ou ils proposent de la crypto-monnaie à leurs clients que ça va marcher. C'est parce que les clients leur demandent et on augmente les frais. Donc, plus de résultats pour la banque, donc plus de revenus pour la banque, donc plus de dividendes pour les actionnaires. Donc, automatiquement, enfin, de façon mécanique, c'est un petit peu l'idée, potentiellement donner plus d'argent à leurs actionnaires. L'action monte, tout simplement, de façon mécanique. J'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait voir. J'attends toujours, en fait, au niveau de mon petit short quiz, dans les prochains jours, potentiellement prochaines heures. Je le répète, et je rebondis un petit peu sur la vidéo d'hier. C'est très important. Achetez, s'il vous plaît, la force. Si vous voulez le jouer, ne mettez pas, en fait, des positions en longue là-dedans dans un range. Ça sert strictement à rien. Vous vous retrouverez toujours play.ly ou en plein milieu d'un range. Attendez les breakouts et achetez la force. Tout simplement. Je repasse en 4 heures. Je vous le refais ici. Je vous avais mis la ligne jaune. Vraiment, potentiellement le signal, peut-être en 4 heures, ou peut-être le break. Vraiment, si on est vraiment warrior, on chope le break. Mais c'est vraiment les 31 500 $ pour éventuellement initier quelque chose de plutôt intéressant. Parce qu'en réalité, en fait, acheter là-dedans, ça sert potentiellement à rien. Surtout que vous voyez des trucs en des rising rates en train de se mettre en place, etc., complètement confirmés. On ne vient jamais en fait remettre en douche et on ne vient jamais travailler, en fait, faire de la chasse à la liquidité, alors qu'il y en a de la liquidité. Vraiment, attendez cette accélération et prenez la force. C'est super important. Pourquoi ? Parce que vous êtes contre-tendance. Donc si vous voulez long ce marché, c'est ce qu'il faut faire. Ok ? Et vous avez bien vu que vous n'êtes pas très nombreux à le faire. On avait l'ouverture de Wall Street hier, on en discutait avec un des membres du Discord. Bon, finalement, il n'y a pas eu de force. Donc, on va peut-être couper les positions. Il n'y a pas eu de force. Il y a eu un petit peu de volatilité, quelques volumes d'échanges. Le S&P 500 avait bien monté au niveau des contrats futurs. On était à plus 3,6%. Le dollar index commence à se déprécier, donc beaucoup en parlent. Prix psychologique au niveau du dollar index, 100 $. Dès qu'on passe en dessous des 100 $, potentiellement, vous avez un prix psychologique qui permettrait en fait de refaire naviguer les capitaux. Mais c'est très baissier au niveau du dollar index. C'est clairement ce qu'on voulait voir. Donc on est en train de regarder au niveau du Bitcoin. Ouais, ne soyez pas trop pressés. Attendez les breakouts. Attendez vos confirmations. Attendez potentiellement un switch au niveau du billet momentum entre la MA9 et MA18. C'est plutôt ça qu'on va potentiellement attendre. Je vais tout effacer, regardez. Hop, voilà. Là, vous n'avez aucune confirmation en daily. Vous êtes toujours en fait sur le coup de cette divergence institutionnelle momentum au niveau des 44 000 $. Vous avez votre croisement ici. Beaucoup l'ont joué, ce croisement. Vous dites, ouais, j'attends le rebond. Non, potentiellement pas attendre le rebond. Faites la même chose ici. Attendez vos confirmations pour potentiellement réinvestir sur Bitcoin si vous voulez potentiellement réinvestir dans Bitcoin. Je fais exactement la même chose, un petit peu de gribouillis. Au niveau du H4, ça range quoi. On passe dessus, on passe dessous, 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 on passe dessus, on passe dessous. On va repasser dessus jusqu'à un moment donné où il y a les breakouts. Voilà, ou à la hausse, ou à la baisse, bien évidemment. Ok, soyez patients, on prend du temps, on en discute dans le Discord si vous le souhaitez. Je trouvais cette news très intéressante. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce que vous en pensez par rapport à cette potentialité de Warren Buffett d'investir indirectement dans le Bitcoin à travers Citigroup. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.